Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Ministère des Affaires sociales préparatifs pour la participation au deuxième sommet sur le développement social à Doha. Et en Palestine, l'armée israélienne annonce le rétablissement du cessez-le-feu après des violations meurtrières à Gaza et ont fait des dizaines de victimes. Les gouverneurs africains du groupe 2 de la Banque mondiale plaident pour un développement inclusif. Eh bien, Djibouti accueille le 15 octobre, a accueilli le 15 octobre dernier la réunion des gouverneurs du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale sous la présidence de M. Dias Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Les représentants des 23 pays membres ont examiné le rapport annuel 2024 présenté par l'administrateur Alvarez, un document encourageant avec des décaissements records de 12,4 milliards de dollars, majoritairement en faveur des pays fragiles ou en situation de conflit. Les échanges ont mis en évidence les défis persistants du continent, pauvreté, inégalité, vulnérabilité climatique, mais aussi fragilité institutionnelle. Les gouverneurs ont appelé à renforcer les capacités nationales et à accélérer les investissements dans les secteurs clés tels que l'énergie, les transports et l'éducation. Le ministre de l'économie et des finances a souligné l'urgence d'une solidarité renforcée face aux tensions géopolitiques et aux pressions budgétaires mondiales. Je vous le disais à l'instant, Djibouti se prépare activement au deuxième sommet mondial pour le développement social, à moins de 2 semaines du deuxième sommet mondial pour le développement. Du développement social prévu à Doha du 4 au 6 novembre. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a organisé ce matin à l'hôtel Kepensky une réunion de concertation élargie présidée par la ministre Loufa Ismaël Abdo en collaboration avec le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies. La rencontre a rassemblé les principaux acteurs nationaux et internationaux, membres du gouvernement, représentants des agences onusiennes, du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif, faire le point sur les avancées sociales du pays, analyser les défis à relever et définir les priorités nationales que Djibouti portera à Doha. La discussion a notamment porté sur la création d'emplois, le renforcement des systèmes de protection sociale et la mobilisation de financement durable. Ce sommet, organisé 30 ans après celui de Copenhague, constitue une étape majeure pour réaffirmer l'engagement de la communauté internationale en faveur de la justice sociale, de la réduction de la pauvreté et de l'inclusion. Une présentation sur les enjeux du sommet et la participation de Djibouti a été animée par M. Djelal Abdel Latif, conseiller principal à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Écoutons à présent M. José Barahona, coordonnateur résident des Nations Unies à Djibouti. La première semaine de novembre, il y a un événement à Doha, il y a la summit sur le développement social. C'est la deuxième, après 30 ans. Et on trouve que c'est vraiment une opportunité très importante pour showcase, pour amener les succès du gouvernement de Djibouti, que Djibouti a fait dans les derniers 20 ans dans combattre la pauvreté. Il y en a beaucoup à partager que peut-être d'autres pays peuvent en profiter. Et on va aussi apprendre de quelle était l'expérience et les bons exemples dans notre pays sur plusieurs domaines qui sont aussi relevants ici à Djibouti. Le principal objectif de cette summit, le principal thème qu'on va traiter, c'est le combattre à la pauvreté et le rôle que les politiques de protection sociale ont dans cette combattre la pauvreté, pour éradiquer la pauvreté, l'intégration de tous les groupes, et spécialement des groupes plus vulnérables et minoritaires, et la création d'emplois et d'emplois formels.
Et de son côté, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, a salué les efforts du ministère pour la réussite de cette réunion. On l'écoute. On est là aujourd'hui pour nous préparer au sommet de Doha, qui est un sommet crucial pour la politique de la protection sociale et du développement social de Djibouti. Et nous avons ici Mme Ouloufa qui va vous donner plus de détails. Mais nous, en tant qu'affaires étrangères, nous soutenons à 100% cette politique et nous l'accompagnons comme on le fait ce matin. Et nous savons que Djibouti a fait beaucoup de choses sur cette question de politique sociale, à améliorer la qualité de vie et le bien-être des Djiboutiennes et des Djiboutiens, à éradiquer les inégalités sociales et spatiales et à améliorer l'équité genre et intergénérationnelle. Il y a le PND qui est aligné à notre vision, à la vision 2035. Il y a aussi la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui a permis des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté monétaire et l'amélioration des indicateurs de développement. Et dans son discours, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Ouloufa Ismaïl Abdo, a rappelé que ce sommet représente une occasion unique pour valoriser l'expérience djiboutienne en matière de protection sociale et de développement communautaire durable. Nous l'écoutons. Avant tout, de vous exprimer ma plus sincère gratitude pour nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui à cette réunion préparatoire pour le 2e Forum mondial sur le développement social qui se tiendra à Doha, au Qatar, du 4 au 6 novembre 2025, Inch'Allah. Votre présence témoigne de notre engagement commun pour construire ensemble un avenir prospère, inclusif et durable pour la République de Djibouti. 30 ans après le premier sommet de Copenhague, ce sommet de haut niveau est un rendez-vous capital. Il nous offre l'occasion unique de revitaliser notre engagement collectif, celui de Djibouti et de la communauté internationale sur 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi plein, productif et du travail décent, le renforcement de l'inclusion sociale. Le monde a connu de profondes mutations depuis Copenhague. Fin de la guerre froide, émergence des programmes d'ajustement structurel et des bouleversements économiques et sociaux constants. Djibouti n'est pas en reste. Nous avons accompli des progrès significatifs sous le leadership et la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Mais le chemin à parcourir reste encore long. Ce 2e sommet est donc une opportunité pour nous et une grande plateforme essentielle pour évaluer nos avancées et les réalisations des objectifs de développement durable. Il est également une opportunité stratégique pour la République de Djibouti de placer ces défis uniques au cœur du dialogue mondial. Nous devons être francs. Au-delà des problématiques liées à la lutte contre la pauvreté, de l'emploi et de l'inclusion sociale, notre développement social fait également face à des pressions multiples et accrues, comme le changement climatique, dont les effets se font de plus en plus sentir, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de nos populations et surtout ceux vivant dans le milieu rural. Et la question migratoire qui constitue une charge humanitaire de plus avec l'afflux de réfugiés et de migrants dans un contexte de diminution des financements internationaux. Ces défis ne sont pas de simples notes de bas de page. Ils sont la réalité quotidienne de nos populations et exigent des réponses urgentes, durables et un engagement collectif. Autre information, ce matin, le ministre chargé, délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a présidé ce matin une visioconférence avec le bureau d'études Espelia, cabinet spécialisé en gestion des services publics et en politique publique intervenant sur des projets locaux. Était également présent le secrétaire général du ministère de la décentralisation, le directeur de l'Agence française de développement ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires du ministère. La conférence a mis en lumière plusieurs directives gouvernementales que le ministère délégué chargé de la décentralisation doit désormais mettre en œuvre. Parmi celles-ci figure la création d'un service de suivi et d'évaluation, d'un service d'archives ainsi que de services numériques. La réunion a également porté sur l'analyse détaillée des résultats concrets attendus, la nécessité d'une transformation profonde et structurelle du ministère.
Également dans l'actualité, le 18 octobre, la garde-côte djiboutienne a porté assistance en haute mer à l'équipage d'un navire victime d'une attaque dans le sud-est du golfe d'Aden. L'équipage composé de 26 marins a été contraint d'abandonner un navire gravement endommagé. 2 membres ont malheureusement perdu la vie. Les opérations de secours menées conjointement par le HS Spetsa et le MV Meda ont permis donc l'évacuation rapide et efficace de 24 membres d'équipage. La garde-côte djiboutienne a joué un rôle déterminant en déployant ses patrouilleurs pour escorter les navires transportant les rescapés jusqu'au port de Djibouti, garantissant leur sécurité tout au long du trajet. Cette intervention illustre la collaboration efficace entre la garde-côte et les forces alliées opérant dans la zone du golfe d'Aden, notamment dans le cadre des missions de sécurité et de sûreté maritime. Grâce à cette action conjointe, la protection des vies humaines et la sécurité maritime ont été assurées dans un contexte particulièrement instable. Et à leur arrivée au port de Djibouti, les autorités portuaires ont immédiatement pris le relais pour organiser donc l'accueil et la prise en charge des rescapés. Et justement, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a participé hier à une opération de sauvetage en haute mer après l'explosion survenue à bord du navire MV Falcon, bâton pavillon donc au Camerounais. Le navire en route vers Djibouti se trouvait à 113 milles nautiques au sud-est du port d'Aden, donc au Yémen, lorsqu'une explosion à bord a déclenché un incendie, laissant le bâtiment à la dérive. Il transportait 26 membres d'équipage, un Ukrainien et 25 Indiens. Grâce à l'intervention rapide du méthanier MV Meda, 24 marins ont pu être secourus. Et je vous le disais à l'instant, donc 2 membres d'équipage sont toujours portés disparus. L'autorité des ports et des zones franches a assuré la coordination de l'opération en lien avec les autorités maritimes compétentes. La mission a aussitôt donc lancé l'alerte aux navires de la zone, leur demandant de garder une distance de sécurité en raison des risques d'explosion supplémentaires. Le MV Falcon transportait en effet une importante cargaison de gaz de pétrole liquéfié. Eh bien, l'autorité des ports réaffirme son engagement à respecter la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite SOLAS, qui consacre le devoir de secours et de solidarité en mer. Nous poursuivons donc avec cet atelier qui s'est tenu donc ce matin au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale. s'est tenu le lancement officiel d'un atelier de réflexion sur le code de déontologie et l'éthique professionnelle des enseignants. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, en présence de Mme Idel Moussaïe, chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti, et de M. Mohamed Moussaïabe, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Durant 2 jours, cadres du MENFOP, inspecteurs, chefs d'établissement, enseignants et experts venus de différents ministères ont planché ensemble sur les bases du futur code éthique qui viendra renforcer la politique nationale de l'enseignement. Dans son intervention, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO a rappelé l'importance de ce chantier visant à formuler un cadre de valeurs et de responsabilités partagées par toute la communauté éducative. Madame Idel Moussaïe a, pour sa part, salué un moment fort de réflexion collective. Elle a souligné que l'adoption d'un code de déontologie n'est pas un simple acte administratif, mais un pacte de confiance entre l'école, les enseignants, les élèves et la société dans son ensemble. Au nom du ministre, M. Mahyoub a clôturé les allocutions en rappelant que l'élaboration de ce code nécessite une approche donc rigoureuse et inclusive, prenant en compte les valeurs fondamentales de l'éducation, les textes en vigueur et les réalités du métier. Les travaux se sont poursuivis avec plusieurs présentations sur le cadre juridique, le droit des enfants et les principes de la déontologie professionnelle. L'atelier s'est clôturé par la validation d'un plan de rédaction du futur code de déontologie et d'éthique des enseignants. La chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti a salué une étape importante dans la construction d'une éthique enseignante solide et partagée. De son côté, le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, José Baraouna, a félicité donc Djibouti pour ses progrès en matière de développement social et d'inclusion. On les écoute. Nous sommes réunis ici ce matin pour parler de déontologie et éthique professionnelle des enseignants. J'ai envie de dire vaste programme. Hein. C'est vrai, c'est pas un sujet nouveau.
du cours normal au CFN, en passant par les centres de formation de l'éducation nationale, par toutes les inspections, cet atelier sur la déontologie est un sujet parmi tant d'autres dans la politique nationale enseignante. C'est le 7e domaine des 9 domaines de la politique nationale enseignante. Mais on est maintenant à une phase où vraiment la commission chargée de l'élaboration de cette politique va rendre sa copie à l'institution qui va valider, confirmer, infirmer nos propos et les orientations stratégiques. Donc, pour terminer, Monsieur le secrétaire général, pour dire un mot sur l'objectif de cet atelier, vu les profils des participants, nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces 2 journées, nous aurons un plan de rédaction du futur document sur la déontologie et l'éthique professionnelle. C'est ça l'objectif de ces 2 journées. L'UNESCO place depuis sa création l'enseignant au cœur de sa mission. Sans enseignants formés, valorisés, soutenus, il ne peut y avoir ni de qualité éducative ni de développement durable. C'est affirmer que l'éducation ne se limite pas à la transmission du savoir, mais qu'elle est aussi un espace d'apprentissage des valeurs, respect, intégrité, équité, responsabilité et bienveillance. Valeurs que Djibouti a toujours su porter au cœur de son projet éducatif. L'UNESCO se réjouit que cette initiative soit menée dans un esprit de concertation, fidèle à sa méthode, écouter, co-construire et valoriser les expériences locales. Je tiens à saluer tout particulièrement la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, qui joue pleinement son rôle de passerelle entre les institutions nationales et les valeurs universelles que porte notre organisation. Grâce à son engagement constant, la réflexion sur la déontologie des enseignants s'inscrit désormais dans un cadre national cohérent, en lien avec la politique nationale enseignante et les standards internationaux de l'UNESCO. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a souligné que l'élaboration du code de déontologie est une étape essentielle pour clarifier les valeurs et les responsabilités du métier d'enseignant. Je voudrais dire tout simplement, c'est que la politique nationale enseignante est pour nous une priorité et un enjeu stratégique du développement de notre système. Vous avez dû le constater depuis la rentrée scolaire, donc les ministères multiplient les actions et les activités qui permettent d'améliorer les conditions d'enseignement, mais surtout aussi la qualité des enseignements-apprentissages. Et la personne clé de cette qualité de l'enseignement-apprentissage, c'est l'enseignant. L'enseignant qui est au cœur donc de cette quête que nous cherchons doit non seulement bénéficier des conditions d'enseignement acceptables et de très bonnes conditions, mais également aussi doit être un exemple dans sa façon de faire. Comme disait Mohamed tout à l'heure, le secrétaire général de la Commission nationale, on enseigne ce qu'on est. Et aujourd'hui, avec l'évolution du métier, mais aussi les évolutions sociétales dans toutes les sociétés, que ce soit à Djibouti, mais dans le monde entier, le métier de l'enseignant est aussi en perpétuelle évolution. Puisque dans notre société, et comme je le disais tantôt, le regard qu'on porte sur l'enseignant a changé dans toutes les sociétés. Et c'est un regard qui est très différent selon les sociétés, que ce soit société occidentale ou société aujourd'hui peut-être africaine et subsaharienne. Mais pour nous encore, et heureusement, l'enseignant est le 2e parent de l'enfant. Et de ce fait, donc, dans certaines mêmes sociétés, on dit que l'enseignant est le 2e prophète. Et ces métiers qui évoluent, ces exigences qui évoluent, comment nous, on peut apporter notre regard et notre rapport, comment on peut produire de la connaissance sur justement ces métiers-là qui évoluent et permettre ensuite former les enseignants de façon à leur permettre d'exercer au mieux leur mission et surtout aussi répondre aux exigences et aux attentes que nous avons envers ces enseignants. En mission officielle à Doha, au Qatar, une délégation djiboutienne conduite par le directeur général de l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, a tenu une réunion de travail avec le directeur des opérations du développement de Qatar Charity. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans les domaines du développement inclusif, de la promotion des droits des personnes handicapées et du renforcement des programmes sociaux à Djibouti. Les 2 parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer les capacités nationales en matière d'éducation inclusive
inclusive, d'autonomisation et de meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Des initiatives conjointes sont envisagées avec pour objectif de promouvoir une inclusion durable et une participation active de toutes et tous à la vie sociale et économique. Cette réunion s'inscrit dans la stratégie de l'ANPH visant à élargir ses partenariats internationaux et à s'inspirer des bonnes pratiques pour améliorer continuellement les services offerts aux personnes handicapées. Ce matin, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un atelier national intitulé « Dialogue sur les zones d'énergie verte à Djibouti ». Cette rencontre vise à poser les bases d'un cadre législatif et réglementaire cohérent afin d'harmoniser les investissements et les mécanismes de financement nécessaires à l'accélération de la transition énergétique du pays. Autour de la table, des représentants du secteur public, des parlementaires, des acteurs du secteur privé, mais aussi des membres de la société civile, tous réunis pour échanger, identifier les défis et co-construire des solutions adaptées aux réalités nationales dans le but de favoriser le développement des zones d'énergie verte. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet parlementaire pour la finance climat et illustre l'engagement fort de Djibouti en faveur des objectifs de développement durable et de la lutte contre le changement climatique. À l'issue des travaux, M. Abder Mahmoud Abdi, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, a salué une initiative capitale pour concrétiser les projets d'énergie verte à Djibouti. Inscrite au cœur de la vision nationale de Djibouti pour un développement durable et résilient face au changement climatique. Notre pays, situé dans une région parmi les plus exposées au changement climatique, subit déjà les effets concrets de ce phénomène mondial. Et selon la Banque mondiale, Djibouti pourrait perdre jusqu'à 6% de son PIB d'ici 2050 si aucune mesure d'adaptation n'est prise. Les vagues de chaleur, la rareté de l'eau, la dégradation des sols menacent directement la sécurité alimentaire, énergétique et économique de Djibouti. Face à ces vulnérabilités, Djibouti a une opportunité unique de transformer ces défis climatiques en levier de développement et d'industrialisation vert. La création de zones d'investissement vert ou d'énergie verte représente un pilier essentiel dans cette ambition. En effet, elles permettront d'attirer des investissements durables, favoriser la création d'emplois verts, d'encourager le transfert de technologies propres dans le secteur de l'énergie, de l'industrie et des services. Et de son côté, Ilay Ismaël Guédi, présidente du comité de pilotage du projet, s'est réjouie de la tenue de cet atelier qu'elle considère comme une étape cruciale dans la mobilisation collective en faveur d'une énergie propre et durable. Voici un extrait de son intervention. Un grand honneur est une fierté et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier national consacré à un thème crucial pour l'avenir de notre pays, la création de zones vertes d'investissement à Djibouti. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet parlementaire pour le financement climatique, une initiative régionale ambitieuse mise en œuvre par l'ONUDI en partenariat avec le Parlement du climat et bénéficiant du soutien du Fonds vert pour le climat. Il marque une étape décisive dans notre engagement collectif à accélérer la transition énergétique de notre pays et à mobiliser des financements verts pour un développement durable. Chers collègues, permettez-moi de rappeler brièvement la genèse de cette initiative. Elle est née des dialogues interparlementaires régionaux qui ont mis en lumière le rôle stratégique que peuvent jouer les législateurs dans la lutte contre le changement climatique. De ces échanges a émergé une conviction partagée. Sans cadre législatif clair, incitatif et stable, aucun financement vert durable n'est possible. Et enfin, M. Dini Abdallah, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a tenu à rappeler l'importance stratégique des zones vertes, des zones d'énergie verte dans la lutte contre les effets du changement climatique en République de Djibouti. Voici un extrait de son discours. Je suis l'honneur aujourd'hui de procéder à l'ouverture officielle de l'atelier national intitulé « Zone verte d'investissement à Djibouti », créer des écosystèmes législatifs et réglementaires pour catalyser la transition énergétique.
Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous les participants ici présents pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux représentants de l'UNIDI ainsi qu'aux membres du Calamity Parliament et à leur adresser mes vœux les plus chaleureux pour un agréable séjour à Djibouti. Votre présence dans ces salles, en dépit de vos agendas particulièrement chargés, témoigne de manière éloquente de votre engagement sincère en faveur de l'action climatique. Honorables députés, comme vous le savez, Djibouti est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. En effet, la hausse des températures accentue le stress thermique et menace la santé des populations. Les sécheresses prolongées réduisent l'accès à l'eau potable et fragilisent l'agriculture et l'élevage essentiels à notre économie nationale. Les inondations et la montée du niveau des mers détruisent des infrastructures, dégradent les sols et menacent les zones côtières habitées. Ce phénomène entraîne une insécurité alimentaire, des déplacements de population et des pertes économiques importantes. L'environnement souffre également, perte de biodiversité, raréfaction des ressources en eau et désertification croissante. Les générations actuelles subissent déjà ces impacts, tandis que les générations futures risquent de faire face à des crises encore plus graves si aucune action n'est entreprise pour protéger les populations et l'environnement. L'Afrique connaît une urbanisation accélérée avec une population urbaine qui devrait passer de 40% en 2020 à 70% en 2050. Cette croissance exerce une forte pression sur les infrastructures, les logements et les services de base. Toutefois, si elle est bien gérée, cette urbanisation peut devenir un levier de croissance économique selon la Banque mondiale. Des politiques urbaines, durables et inclusives sont donc essentielles pour transformer les villes africaines en pôles de développement. L'armée israélienne a annoncé la reprise du cessez-le-feu après des frappes ayant causé la mort de 45 Palestiniens à Gaza. Le Hamas accuse Israël d'avoir violé l'accord dès son entrée en vigueur, malgré son engagement à le respecter. Des discussions sont en cours pour créer un mécanisme de contrôle des violations, tandis que les points de passage ont partiellement ouverts. Cette trêve, en place depuis le 10 octobre, reste fragile après plus de 2 ans de guerre meurtrière. Et à mon sport, pour clore ce journal, le Maroc a remporté pour la première fois la Coupe du Monde U20 en battant l'Argentine 2-0 en finale. Ce succès confirme l'émergence du football marocain sur la scène internationale, fruit d'un travail structuré et d'une politique ambitieuse. La victoire a provoqué une immense vague de fierté sur les réseaux sociaux où les célébrations ont enflammé le monde arabe. Le Maroc devient ainsi le 2e pays africain à décrocher ce titre après le Ghana en 2009. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.